ce Zoom, j'accueille un nouvel homme politique belge. Il vient de créer une formation politique qui s'appelle Chez nous, Jérôme Munier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu à Paris, en France, pour présenter cette formation Chez nous, Chez nous. Est-ce que c'est le nom choisi souvent par les groupes ultra au football? Vous savez, on est ici, chez nous. Oui. C'est cette référence-là que vous souhaitiez avoir? Non, mais cela ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas que quelqu'un crie, que ce soit dans un stade, dans la campagne, je suis chez moi, nous sommes chez nous. Donc ça ne me dérange pas que ces gens affirment effectivement cette identité. Par contre, nous avons choisi ce nom. Pourquoi? Parce que chez nous, ce sont nos villages, ce sont les villes, ce sont les paysages, etc. Et donc, ce chez nous, en fait, c'est ce qu'on veut représenter. Donc chacun a son chez-soi et donc va pouvoir interpréter ce chez nous par sa vision des choses. Votre combat, c'est celui de la Belgique francophone, pour commencer. On le voit à travers votre expression, bien évidemment. Oui. Ça s'arrête à cette Belgique francophone. Ça s'arrête à cette Belgique francophone. Donc le but est de se présenter en 2024, parce que les prochaines élections en Belgique n'auront lieu qu'en 2024. Je crois que nous sommes un des seuls pays en Europe à avoir des élections que tous les 5 ans. Donc toutes les élections, que ce soit européennes, régionales, fédérales, communales, etc., auront lieu en 2024. Et donc le but, c'est de se présenter effectivement en Wallonie, donc dans la partie francophone du pays. Alors votre initiative, on l'a bien compris à l'instant, concerne la Belgique francophone, mais il y a de très nombreuses structures patriotes déjà en place. Vos adversaires parlent alors d'atomisation des nationaux et nationalistes en Wallonie et à Bruxelles. Pourquoi une nouvelle structure dans le millefeuille patriote belge? Disons qu'en Belgique francophone, et là vous avez raison, plusieurs personnes ont essayé de lancer un mouvement politique. Et donc je pense à Michael Modrikamen qui avait lancé le Parti populaire. Vous avez été membre? J'ai été membre. Je pense à Alain Destex qui a lancé les listes Destex dernièrement, donc en 2019. Et je pense à beaucoup d'autres. Par contre, toutes ces formations ont échoué. Et toutes ces formations n'existent plus. Je parle des formations crédibles et les formations qui ont eu quelques pourcents aux élections. Michael Modrikamen a arrêté la politique, Alain Destex a arrêté la politique. Donc on se retrouve dans un vide politique à cette droite, on peut l'appeler la droite identitaire, la droite conservatrice, la droite populaire, la droite nationaliste. Mais à côté du MR, donc du mouvement réformateur libéral, il n'y a strictement plus rien de crédible. Et donc ça veut dire que je me sentais obligé, avec l'expérience politique que j'avais après toutes ces années, comme vous le dites, au Parti populaire, de lancer un mouvement qui pourrait réussir en 2024. Jérôme Munier, votre parcours personnel, c'est un parcours aussi assez atypique, fluctuant, diraient certains, politiquement. Mais politiquement, l'idée reste la même. L'idée, et c'est ça qui m'énerve aussi quand vous parlez de multitude de partis, parce que vous avez raison, c'est que toutes ces personnes n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur des détails. Parce que la priorité, on le sait, c'est l'immigration. C'est l'identité, c'est combattre ce système PS, cette mafia du PS. Là sont vraiment les enjeux principaux. Après, on peut se mettre d'accord sur les détails. Mais effectivement, j'ai toujours eu la même idéologie, la même ligne politique, et je ne changerai pas. Et chez nous, rentre tout à fait dans ce pourquoi je me suis battu durant ces 10 dernières années. Une question plus personnelle presque. Qu'est-ce qui fait que vous pensez que vous êtes plus à même de pouvoir poursuivre et votre combat que les personnalités qui les ont abandonnés, faute de moyens, faute de résultats aussi? Mais ce n'est pas, je ne me sens pas l'homme providentiel non plus. Je pense que personne n'ose, au jour d'aujourd'hui, justement avec ces échecs, n'ose recommencer et se battre pour cette Wallonie. Personne n'ose faire parce qu'il y a des difficultés. Et on va peut-être en parler, mais effectivement, il y a ce cordon médiatique. Il y a effectivement ces attaques permanentes de cette élite, de cette classe en place depuis des années en Belgique, oui. Parce que je regardais, la Wallonie, elle est en proie, comme la France et bien d'autres pays, en proie au chômage, à l'immigration, à l'insécurité, au terrorisme, bien évidemment. Et pourtant, les mouvements patriotes n'arrivent pas à exister électoralement. Comment vous expliquez cette situation? Vous dites, par exemple, les électeurs en ont marre. Dans votre vidéo de présentation, les électeurs en ont marre. Oui, ils en ont marre, ils ne votent pas pour vous. On est d'accord. Ils ne votent pas pour nous. Parce que, premièrement, ils ne connaissent pas. Les électeurs ne connaissent pas, que ce soit chez nous, et c'est tout à fait normal parce qu'on vient de lancer le mouvement, mais d'autres partis auparavant. Personne n'a réussi à percer.
Parce qu'on a un cordon médiatique. Donc ça veut dire qu'en France, Marine Le Pen, Éric Zemmour, etc., se font insulter. Mais par contre, on parle d'eux. Ils sont toujours invités par ces médias traditionnels, ces médias classiques. De deux, nous n'avons pas des médias alternatifs comme les autres, comme le vôtre. Des médias de droite, nous n'avons pas en Belgique francophone. Donc pour l'instant, nous sommes en train de réinformer la population également via des capsules vidéo. Donc cordon médiatique, de 1. Et puis erreur de casting. Il y a d'autres avant nous qui avaient l'opportunité de percer en Wallonie. Même sans couverture médiatique, ils avaient l'opportunité. Par contre, ils ont fait des erreurs de casting. Des députés qui s'en allaient, qui créaient leur propre mouvement, etc. Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord entre eux, comme je disais précédemment. Et donc, toutes ces erreurs accumulées, en sachant très bien que personne, aucun média ne parlera d'eux, ben à ce moment-là, il faut être parfait. Il faut être parfait pour pouvoir réussir à percer. Il ne faut pas avoir de guerre de clans en interne, il ne faut pas faire de mauvais casting, il faut être parfait, il faut avoir une histoire claire dans laquelle les gens savent se retrouver. Jérôme Munier, on sait bien que la Belgique peut avoir une frontière virtuelle ou réelle entre la Wallonie et la Flandre. En Flandre, les partis nationaux existent, ils ont des résultats, ils ont des élus, ils ont des députés. Pourquoi ce qui est valable en Flandre ne l'est pas en Wallonie? Le cordon médiatique est le même, je suppose. Non. Et c'est là où vous vous trompez. Le cordon médiatique en Flandre n'est pas le même qu'en Wallonie. À nouveau, le Vlaams Belang, donc le premier parti maintenant en Flandre qui fait plus de 30% dans les sondages, est invité sur le plateau TV. Moins que d'autres formations politiques, mais est invité quand même. Le Vlaams Belang a réussi à percer. Le Vlaams Belang a les moyens aussi financiers, parce qu'en Belgique, les partis politiques sont financés par l'État et royalement. Et donc le Vlaams Belang a les moyens pour pouvoir sponsoriser ses vidéos, ses articles sur les réseaux sociaux. Premièrement. Deuxièmement, mais évidemment, on sait que depuis 20, 30 ans, la Flandre vote plus à droite que la Wallonie. C'est un fait. Le PS est au pouvoir depuis 30 ans en Wallonie. Et les partis émergents au jour d'aujourd'hui, en Wallonie, ce sont les partis d'extrême gauche. Donc ce sont des partis communistes qui sont en train de monter, et donc pas les partis patriotes comme le nôtre. Ce qui est très contradictoire. Contradictoire parce que si on franchit une frontière réelle cette fois-ci, celle de la France avec la Wallonie, on s'aperçoit qu'en France, on est dans les Hauts-de-France à ce moment-là, eh bien les résultats électoraux des partis patriotes sont très forts. Là aussi, c'est le Rassemblement national qui dispose de députés, de maires dans cette zone-là. Est-ce que vous vous dites, ce qui est valable pour les Hauts-de-France, sociologiquement parlant, devrait nous amener en Wallonie à faire les mêmes scores? Oui, tout à fait. Parce que les problématiques sont les mêmes. Vous dites, pauvreté, désindustrialisation, donc on a vraiment exactement immigration massive, on a les mêmes problématiques dans le nord de la France qu'en Wallonie. Il n'y a plus d'industrie, il y a un chômage de masse, il y a une immigration de masse, et donc les problématiques sont exactement les mêmes. Par contre, nous avons 20-30 ans de retard. Parce que dans le nord de la France, le Front National ou d'autres partis patriotes n'étaient pas aussi forts il y a 20 ans qu'aujourd'hui. Et donc, on se dit que la même chose peut arriver en Wallonie. Là où les partis de gauche sont en train de monter, donc le peuple vote maintenant pour les communistes, on espère que le peuple va voter pour nous en 2024. En leur disant quoi? En lui disant quoi à ce peuple? Quels sont les grands axes, quels sont les grands enjeux pour vous, en dehors des slogans que vous avez? Mais les grands enjeux, c'est déjà, de un stop migratoire, une assimilation, 3, réindustrialiser la Wallonie, et 4, faire en sorte que leur argent ne soit plus gaspillé, comme il est pour l'instant, par cet État PS, par cet État du Parti socialiste. Donc ça, ce sont les 4 enjeux avec lesquels on va aller aux élections en 2024. La plupart des personnes qui votent pour le PTB, donc le Parti des travailleurs de Belgique, ne sont pas pour une immigration de masse. Et pourtant, le Parti communiste est un parti qui est pour l'ouverture des frontières. Et là où c'est intéressant, et vous comparez la France et la Belgique, vous avez tout à fait raison, le nord de la France avec la Wallonie, c'est que lors d'un dernier sondage il y a quelques années, un électeur sur 3 était prêt à voter pour Marine Le Pen.
C'est sur cette base-là que vous fondez vos espoirs pour 2024. C'est sur cette base-là, quand on voit la multitude des partis qui se sont présentés en 2019 de notre camp, ils ont fait 8 à 10% dans les Hainaut, par exemple. Et donc, on se base là-dessus aussi. On se base sur les résultats précédents. On se base effectivement sur les résultats possibles d'un front national belge en Belgique francophone. Donc, on se base, oui, là-dessus pour être confiant. Dans la vidéo de présentation de votre mouvement, j'y reviens, vous affirmez la Wallonie s'enlise. Est-ce que vous considérez que les multiples crises politiques ont aggravé cette situation? Vous savez, il y a une image qu'on a en France en se disant que quand la Belgique n'a pas eu de gouvernement pendant plusieurs mois, dizaines de mois même, finalement, elle ne s'en portait pas plus mal. Est-ce que vous partagez ce point de vue ou non, au contraire, cette crise politique a été terrible parce qu'il n'y a pas eu de décision économique, sociale Je partage ce point de vue. Pourquoi? Parce que quand vous parlez d'une crise politique, vous parlez d'une crise politique fédérale. En Belgique, on a une multitude de gouvernements. On a un gouvernement pour la région wallonne, on a un gouvernement pour la communauté française, on a des provinces, on a des communes, on a des fédérations qui s'occupent de lier Bruxelles à la Wallonie, etc. Donc on a une multitude de gouvernements. Donc ce n'est pas parce que le gouvernement fédéral est en crise que les gouvernements wallons, francophones, flamands ne travaillent pas. Enfin, ne travaillent pas, ou ne sont pas en place, en tous les cas. De un. De deux, ces crises communautaires sont logiques. Parce qu'on voit que les politiques flamands se présentent en Flandre, donc on n'a pas de circonscription fédérale. Un parti politique flamand comme le Vlaams-Belang se présente en Flandre. Un parti politique francophone se présente en Wallonie. Et après les élections, se retrouvent autour de la table, sans avoir parlé précédemment, se retrouvent autour de la table pour former un gouvernement fédéral. Et le fait que 50% des Flamands, aujourd'hui, votent pour des partis séparatistes est tout à fait logique. Venant d'un Flamand, je peux comprendre qu'un Flamand se dit « Attendez, le Wallon nous demande de l'argent, plus de 7 milliards d'euros par an, va nous dire quel parti est démocratique ou pas ?» Parce que les partis francophones ne veulent pas travailler avec la NVA ni avec le Vlaams-Belang. 50% des électeurs sont simplement mis de côté. Et de trois, ils ne font même pas d'effort parler notre langue. Donc c'est normal que ces Flamands se sentent délaissés. Et donc on a des crises politiques et des crises communautaires. Vous adressez à la Belgique francophone. Vous tenez ce propos-là, vous êtes bruxellois vous-même. Oui. Vous parlez le flamand. Est-ce que vous considérez qu'il y a une opposition qu'il faut faire vivre ou est-ce qu'il faut créer cette unité? Pour moi, le communautaire est secondaire. Comme je l'ai dit, la priorité, c'est l'immigration. Deuxième priorité, c'est ce gaspillage permanent de cet APS. Le communautaire, et vous me posez une question, oui, j'ai étudié en néerlandais, donc mon néerlandais est aussi bon ou aussi mauvais que mon français. Et c'est pour ça que je peux dire que je me sens belge, je me sens bruxellois, je me sens belge, je me sens wallon, je me sens flamand. Parce que je parle la langue, parce que je connais le folklore flamand, je connais les villes flamandes, je connais effectivement ces politiques flamandes. Je regarde autant la télé en néerlandais qu'en français. Je lis autant en néerlandais qu'en français. Et donc effectivement, là, je peux me dire, oui, je peux aller autour de la table en disant ce qui nous unit en tant que Belges. Il y a beaucoup de discorde. Vous ne serez pas un acteur de désunion? Non. Non, je ne serai pas un acteur de désunion, mais je ne serai pas un acteur d'union non plus. Parce que je peux comprendre le sentiment des Flamands aujourd'hui. L'unité du pays, on en parle tout le temps, c'est un serpent de mer. Celui qui l'incarne, qui en est le garant, à défaut d'en être le gérant peut-être, c'est le roi Philippe. Vous pensez que le roi en Belgique, c'est un atout pour vous? C'est un boulet? Ça me fait ni chaud ni froid en fait. La famille royale me fait ni chaud ni froid. Je ne suis pas pour arrêter, parce que je crois que c'est un beau symbole, et avoir un roi qui part en mission économique ouvre certaines portes à l'étranger. Par contre, je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait que le roi et l'équipe nationale de foot qui arrivent à créer ce sentiment d'union ou ce sentiment de patriotisme en Belgique. On ne voit jamais de drapeau, à part le 21 juillet, quelques-uns donc, lors de notre fête nationale, et quand les Belges arrivent en demi-finale de la Coupe du Monde. Donc c'est là où on ressort les drapeaux belges. Sinon, effectivement, il y a très peu de discussions, de langage. On a d'autres télévisions, on a d'autres folklores, on a d'autres. Donc, il n'y a pas grand-chose qui nous unit. Et donc,
c'est notre rôle aussi de dire, OK, c'est quoi être belge? Vous n'avez pas répondu exactement. Le roi Philippe, pour vous, c'est un boulet ou c'est un atout? C'est un atout. C'est un atout, pourquoi? Comme je le disais, parce qu'il sait ouvrir certaines portes. Je trouve que d'une façon pour le protocole, c'est un atout aussi. Et il a toujours un petit rôle politique aussi. Donc ça veut dire que juste après les élections fédérales, les présidents de partis sont reçus par le roi. Et c'est le roi qui désigne un informateur pour créer un gouvernement. Il les reçoit tous? Il les reçoit tous et il a même reçu le président du Vlaams-Belang pour la première fois en 2019. Donc là, chapeau bas au roi parce que précédemment, le roi Albert a toujours refusé d'inviter le Vlaams-Belang. Il y a quelques semaines, quelques mois, on a vu des images qui n'ont pas beaucoup marqué en Belgique, qui sont passées presque inaperçues, du convoi du roi sortant du palais royal, donc on est bien à Bruxelles, rejoignant sa famille. Et sur le trajet, il est pris à partie, assez violemment d'ailleurs, par une manifestation d'immigration, d'immigrés. Il y a des jets de pierre contre son convoi, mal protégé ce convoi, mal renseigné. Vous en tirez quelques conclusions? C'est le garant de l'unité qui est attaqué ou c'est un pur hasard? Il n'avait qu'à pas aller dans ce quartier-là? C'est un pur hasard. Je crois sincèrement que c'est un pur hasard. Il n'avait pas à aller dans ce quartier-là, malheureusement. Mais il y a des quartiers effectivement dangereux à Bruxelles. Je parle du nord de Bruxelles. Ce sont des quartiers dangereux où personne ne veut s'aventurer. Malheureusement, des quartiers islamisés. Et ce sont des vrais ghettos. Premièrement. Deuxièmement, on n'en a pas fort parlé parce que c'était sans doute durant une manifestation Black Lives Matter, et donc on ne voulait pas incriminer les personnes qui étaient présentes à cette manifestation, comme à chaque fois. Il y a des pillages à Bruxelles, on n'en parle pas quand c'est Black Lives Matter. Par contre, on peut en parler si c'est un mouvement de droite. Donc on n'a pas fort parlé. Et donc, je ne sais pas si c'est un manque d'information de la part de son service de sécurité, c'est un manque d'inattention, ou c'est vraiment pas de chance. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. La situation économique en Belgique, elle est aussi liée bien évidemment à la situation sanitaire. Je dirais aussi beaucoup de difficultés à comprendre ce qui se passe en Belgique. Par exemple, on a l'impression que la vaccination obligatoire refait son apparition, cette notion-là, alors qu'il y a quelques jours seulement, le Premier ministre belge, Alexander De Croo, disait, je le cite dans Le Soir, si les gens refusent de se vacciner, vous allez les mettre en tôle, point d'interrogation. La situation, elle est laquelle? Est-ce que vous pensez que là aussi, les choses sont bien faites ou on est dans le flou total? Il y a énormément d'erreurs. Je ne vais pas revenir avant la vaccination, mais l'histoire des masques, apparemment, la ministre de la Santé a donné l'ordre de brûler des milliers de masques bien avant la crise, mais donc il y avait un stock de masques à Bruxelles qu'on a laissé brûler pour faire de la place pour autre chose. Il y a eu énormément de désinformation aussi de la part du gouvernement. Par rapport à la vaccination, plus de 90% des adultes sont vaccinés en Flandre, plus de 70% en Wallonie et environ 60% à Bruxelles. Donc il y a une énorme différence entre les régions. 90% en Flandre, 70% en Wallonie, et donc, vous m'avez dit 60% à Bruxelles flamande. Ce différentiel, vous l'expliquez comment? Par les politiques locales d'incitation à le faire ou? De un, je crois que le gouvernement bruxellois a mal incité les personnes à aller se vacciner. Ils n'ont pas pu toucher toutes les communautés. Et quand on pense aux communautés, effectivement, c'est cette communauté musulmane dans le nord de Bruxelles qui ne va pas se faire vacciner. Là, on a vraiment les chiffres commune par commune et on voit que c'est vraiment le nord de Bruxelles qui ne se fait pas vacciner. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, on va mettre en place d'autres mesures à Bruxelles, en Wallonie et en Flandre. En Flandre, où on va vraiment vers une certaine liberté sans mesures sanitaires. À Bruxelles, on parle effectivement pour début octobre, de réintroduire ou introduire ici en Belgique le pass sanitaire. La rentrée en Belgique, je l'ai dit sanitaire, elle est aussi économique. Et là, j'ai trouvé encore un propos du Premier ministre. Je vais à la source. Il dit jusqu'ici, Bruxelles s'en sort mieux que prévu. Mieux que prévu. Moins de faillites, plus faible que prévu. Est-ce que vous partagez son optimisme? On retrouve en France d'ailleurs avec Bruno Le Maire qui dit à peu près la même situation. Ça va beaucoup mieux, tout repart comme en 14. Oui, je crois que ces faillites ont été retardées parce qu'on a injecté énormément d'argent dans l'économie. On a aidé tout le monde, chaque indépendant et surtout
les restaurants, les cafés, les hôtels à pouvoir s'en sortir. Bien sûr, bien sûr. Mais par contre, on a par manque de temps, effectivement, pas pu faire une sélection. Regardez, quel commerce était encore viable? Est-ce qu'ils ont besoin d'argent ou de toute façon, on déplace simplement l'échéance? Et donc, ça veut dire que ces faillites vont arriver. Peut-être pas demain, peut-être pas après-demain, mais dans quelques mois, on va voir les premiers restaurants, les premiers cafés, les premières faillites dues au Covid. Et donc, l'économie bruxelloise, comment est-ce qu'on peut dire que l'économie bruxelloise se porte bien? On a un taux de chômage parmi les plus élevés en Europe chez les jeunes. On est à 25-30% de taux de chômage chez les jeunes. C'est une ville qui devient tout à fait délabrée. Et donc, on ne peut pas dire que l'économie bruxelloise se porte bien. Comme on ne peut pas dire que l'économie wallonne se porte bien. Ça fait maintenant 30 ans. J'ai près la quarantaine. Ça fait 30 ans que j'entends que la Wallonie se redresse, que Bruxelles se redresse. 30 ans que j'entends Elio Di Rupo me dire que la Wallonie se redresse. Ça fait 30 ans qu'on nous sort des plans de relance sur plans de relance sur plans de relance. La Wallonie ne se redresse pas. Le chômage est toujours aussi grand. Les gens vivent dans une pauvreté absolue, n'arrivent plus à payer leurs factures d'électricité. Et donc, il est temps vraiment d'arrêter cet optimisme permanent et de dire la vérité aux gens. La Wallonie ne se porte pas bien. Bruxelles ne se porte pas bien. Et c'est pour ça qu'on se présente en 2024. Et votre combat, est-ce que c'est aussi le combat contre le politiquement correct? Est-ce qu'avec Jérôme Munier, par exemple, le marché de Noël à Bruxelles cesserait de s'appeler Féerie d'hiver, mais ça reprendrait son nom, marché de Noël? On est d'accord. Il faut arrêter ce boycott permanent de ce patrimoine culturel chrétien que nous avons. Tout le monde veut aller au marché de Noël. Tout le monde aime une crèche, même s'il n'est pas croyant. Ça fait partie de notre culture, ça fait partie de notre patrimoine. Donc il faut arrêter ce politiquement correct. Donc ça veut dire que nous allons fêter Saint-Nicolas. Une crèche sur la Grande Place. Bon, elle est protégée par la police et elle a été dégradée, mais néanmoins elle existe pour les féeries d'hiver. Elle n'existe plus, cette crèche. Elle n'existe plus. Et donc ça veut dire que chez nous, nous allons fêter Noël. Nous allons également fêter Saint-Nicolas comme il se doit. Ça veut dire, je ne sais pas si Saint-Nicolas est connu un peu ici à Paris. Dans l'Est, bien évidemment, des grandes fêtes à Nancy, à Metz, etc. Voilà. Je ne vous fais pas le vendeur, mais il y a des grandes fêtes de Saint-Nicolas. Et donc la Saint-Nicolas sera fêtée comme il se doit. Donc ça veut dire avec Saint-Nicolas, avec le Père Fouettard et avec une croix sur la mitre de Saint-Nicolas, comme il se doit. Et donc ça veut dire que nous n'aurons plus des vacances d'automne ou des vacances de printemps, etc. Non, nous avons des vacances de Pâques, nous aurons des vacances de carnaval, nous aurons des vacances de Noël. Il faut arrêter cette destruction permanente de notre histoire, de notre patrimoine et de notre culture et de notre folklore. Parce que ça peut être du folklore aussi. Il faut arrêter. Personne ne se sent blessé parce que le Père Fouettard est noir. Il sort de la cheminée, donc il est tout à fait normal qu'il soit noir. Ce n'est pas une attaque contre les Noirs ou qui que ce soit. Jérôme Munier, 2024, c'est le cap. Est-ce que vous êtes libre jusqu'en 2024? Vous êtes mis en situation de pouvoir subir toutes les attaques, de mener les attaques? Mais je suis libre et pas libre. Parce que vous savez, quand on lance un parti politique, que ce soit moi ou l'équipe qui m'entoure, n'ont pas de financement. Donc ça veut dire qu'on doit aller chercher des dons. Je crois que chez TV Liberté, c'est la même chose. Ce n'est pas simple de convaincre quelqu'un de vous donner de l'argent pour pouvoir mener un combat politique. Donc nous n'avons pas de financement, de 1. De 2, ça veut dire que chacun travaille. Donc dans le mouvement, nous n'avons pas de politiciens. Donc tout le monde est au travail. Moi, j'ai dû prendre congé aujourd'hui pour venir ici. Effectivement, j'en ai profité pour voir d'autres personnes à Paris. Mais donc c'est comme ça que ça se passe. Donc oui, je suis libre. Oui, je suis prêt à encaisser parce que je sais que ces attaques vont venir. J'ai perdu cette naïveté que je pouvais avoir il y a 10 ans. Je sais que ça sera compliqué. Je sais que ce n'est pas gagné d'avance. Mais par contre, je suis prêt pendant les 3 ans à venir à me battre pour gagner ces élections. On suivra ça avec intérêt. Jérôme Munier, donc patron de Chez nous. Chez nous, c'est la Belgique francophone. Merci d'être venu. Merci à vous pour cette invitation. Ma première interview. Eh bien, bon retour à Bruxelles. Merci.